Dernier épisode de la saison 10, ça veut dire que dans pas longtemps, on va voir 10 ans accomplis. On aura certainement l'occasion d'en reparler, comme on va reparler d'ailleurs de ce qu'on va faire durant l'été. Voilà, on va être dans la confidence, on va vous dire tout. Alors que, juste au moment où on commence l'enregistrement, je voyais que notre ami Thierry était, comme on dit, frisé dans l'image. Il était déconnecté quelques secondes. Vous reconnaissez bien sûr Thierry, en direct de Suisse, et de l'autre côté, nous avons Aurélien. C'est un peu une tradition, depuis quelques années maintenant, quelques saisons plutôt, vous terminez les saisons traditionnellement. Les saisons précédentes, vous nous aviez habitués à être en milieu aquatique, le long d'un lac, une fois, dans une piscine une seconde fois. Je me rappelle d'un bonus particulièrement épique que j'aurais bien voulu faire durer plus longtemps que les 15 minutes qui étaient prévues, parce que vous étiez quand même dans une eau plutôt froide, et ça me faisait tellement rire de vous voir dans l'eau froide. Donc c'est dans nos archives, donc il faut remonter quelques épisodes forcément en arrière pour retrouver ces moments épiques. Quoi qu'il en soit, on vous retrouve malgré tout pour clôturer cette saison 10, comme je le disais, avant un été durant lesquels on va vous proposer encore quelques épisodes, avec ceux qui partent pas en vacances, et même ceux qui partent en vacances pourront participer éventuellement. Oui. Mais à raison d'une fois toutes les 2 semaines, parce qu'il faut pas charrier non plus. Non, mais c'est moins, on le sait tous, il y a moins d'activités, il y a peut-être des choses moins intéressantes durant l'été. Je crois que je dis ça et chaque fois on me fait mentir avec plein d'annonces, etc. Mais on sera là, quoi qu'il en soit, pour parler de tout ça, à raison d'une fois toutes les 2 semaines à partir de cette semaine. Donc la semaine prochaine, pas d'épisode, mais la semaine suivante, oui. Et parce que comme il commence à faire chaud, et je vous avoue franchement que de temps en temps, les épisodes, on aimerait bien les faire dans le plus simple appareil, question d'être un peu relax, ce sera que audio. Pour l'occasion, donc ça nous évitera aussi d'avoir des problèmes, de se faire bannir, donc nous on sera tranquille, vous aussi d'ailleurs, et vous pourrez vous imaginer tout ce que vous voulez au sujet de notre accoutrement ou de notre situation géographique. On pourra raconter tout ce qu'on veut, vous serez obligé de nous croire. Donc ça c'est pour cet été, et bien entendu on vous fixe déjà rendez-vous, oui on peut le dire maintenant, pour une saison 11 qui débutera au début septembre, évidemment. Les dates seront clairement affichées, et on aura l'occasion, durant cet été, de vous donner quelques indices sur ce qui va se passer la saison prochaine. Il y a des choses qui se bousculent, apparemment, pour la saison prochaine, parce qu'il va bien falloir marquer le coup. Après 10 ans d'existence, il va falloir quand même un petit peu, peut-être changer quelques formules pour repartir du bon pied, comme on dit. On espère évidemment vous retrouver durant l'été et à la rentrée également. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter, mes petits camarades. Sinon, on peut directement passer au sommaire, qui est fait évidemment de 2 choses, vous le savez. Une partie un peu plus dossier, on va dire, un peu plus réfléchie. Vous avez décidé de parler de Julian Assange, qui a été délivré. Yes. Je vais vous mettre la petite mélodie en tête. Oh non, pas ça. Oh non. C'est en tête. Je voyais le décalage entre Julian Assange et la Reine des Neiges. Voilà. Malgré tout, c'est quand même pas mal de parler de ce qui a fait cette histoire, enfin de toute la saga Julian Assange. On va y revenir donc dans cet épisode pour conclure quelque part cette histoire, quoique il peut encore y avoir des rebondissements de dernière minute, mais on en parlera plus tard. Évidemment, avant tout ça, notre revue de presse traditionnelle, vous le savez maintenant, on parle de choses dont les chroniqueurs que voici, que voilou, ont entendu parler, ont lu, et se sont un peu documentés sur la question, même pas un peu plus qu'un peu, et qu'ils ont envie de partager avec vous. Et ce genre de choses, ça commence par exemple par un abécédaire et par la lettre la lettre E. Non, la lettre F.
Pourquoi c'est la lettre... voilà, il y a un bug dans la matrice depuis... c'est la fin de saison, hein, ça fait 2 semaines que c'est comme ça. On va revenir un coup en arrière et ça va aller directement mieux. Parce que là, c'était la lettre F qui s'affichait dans nos écrans. Alors, autant je suis capable de voler des sujets d'Aurélien, autant c'est moi qui ramasse. On l'a déjà fait. Donc, pendant que Marc il retrouve ses billes, on peut dire qu'on a regardé le... Ah, c'est bon. J'étais prêt à faire du remplissage, moi. Non, mais il n'y a pas nécessaire. On est à la lettre E. Et ça, j'avais raison dès le départ, mais ça avait dérapé sur la lettre suivante. Après E, c'est F. Ce grand mystère qui vient d'être éclairci. C'est l'indice du tableau, ça. C'est l'indice, voilà, c'est ça. E comme Europe, Thierry, quand Tim Cook ne connaît pas sa géographie. C'est quand même bizarre, cette histoire-là. Explique-nous. C'est très bizarre. C'est le Suisse qui vous parle, parce qu'effectivement, vous savez, la Suisse et l'Europe, c'est 2 choses totalement différentes. Je tiens à le préciser. L'un et dans l'autre. Ouais, mais au milieu même, mais voilà. Il fut un temps, il y avait eu un référendum où on pouvait participer à l'Europe. On a dit non, et je crois qu'avec les années, bon, on va pas partir sur ce territoire. Alors, l'Europe est très contente des décisions de Tim Cook, puisque c'est carrément la Commission européenne qui a dit c'est génial, ils nous comprennent, ils font les choses sans qu'on leur tape dessus, qu'on leur mette des règles, qu'on leur mette des amendes et tout, puisque vous l'avez vu passer cette news, Apple a décidé de pas lancer ces fonctionnalités, certaines fonctionnalités iOS bêta, même peut-être même la finale, en France. Mais en fait, c'est toute l'Europe qui va être concernée, et c'est principalement les fonctionnalités d'intelligence artificielle, ou devrais-je dire plutôt de l'Apple Intelligence, puisqu'effectivement Apple a réussi à inventer un terme avec le A et le I de intelligence artificielle. Alors, dans l'ensemble, je pourrais dire, moi, le Suisse, ok, why not? Là, alors, c'est Numérama qui est très content de dire c'est en France. On pourra même pas tester ça dans la bêta. Ils y vont fort avec le titre, parce que leur titre, c'est, et je comprends, hein, ça accroche. L'Europe se dit fière de l'abandon d'Apple Intelligence en France. C'est faux. Ils n'abandonnent pas. Ils postposent. C'est très différent. Donc, il n'y a pas réellement d'abandon. C'est la France n'a rien fait plier, ou voilà. Ouais. Alors moi je vous parle de ça parce qu'il y a 2 choses moi qui me chagrinent dans cette histoire. La première, je pense à tous les développeurs qui peuvent pas faire mumuse, puisque je le dis, je l'ai peut-être déjà échangé ici, je sais plus. Moi, j'adore installer les bêtas, les tester, et je fais les frais de les tester en live sur les iPhones, iPad et même sur Mac, parce que j'aime le risque. Et donc, du coup, je pense à tous ces développeurs qui pourront pas tester, mettre à l'épreuve tout ce qui pourrait exister, parce que j'imagine qu'il y aura un peu d'API, il y aura un petit peu de fonctionnalités, on pourra faire mumuse. Et là, l'Europe qui dit, bon, ben, c'est super, Apple le lance pas, mais il le lance même pas dans les bêtas. Donc, je trouve ça un peu restrictif et puis un peu rude pour les développeurs. Et puis, il n'y a pas d'agenda précis par rapport à ça, dans le sens où, en fait, ben, on parle peut-être de 2025 pour voir l'avènement de tout ça, là où le marché US va pouvoir faire mumuse avec ça, parce qu'on n'est pas du tout sur la législation de la fameuse loi, le DMA, hein. Ouais. Voilà, DMA. Donc, ça, c'est le premier écueil. Dans l'article, on parle d'autres fonctionnalités qui seront pas forcément utilisables en Europe. Et puis, le deuxième point, moi, qui me fait parler de cette news, c'est notre pays, la Suisse, parce que nous, on n'est pas dans l'Europe. Comment ça se fait que ma bêta, que je télécharge ici en Suisse, parce qu'il y a de la géologue, il faut pas le rêver, hein. J'imagine bien que, en tant que développeur suisse, bien, on accède à un serveur qui est probablement différent, à des releases qui sont différentes, à des données qui sont différentes. En tout cas, techniquement, Apple sait faire ça. Et je sais pas, voilà pourquoi je sais pas ce qu'il y a dans la tête de Tim Cook. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il connaît pas sa géographique, parce que
la Suisse est en plein centre de l'Europe, certes, mais on n'a pas les mêmes lois. On n'est pas assujetti aux mêmes lois. D'ailleurs, la loi sur la protection des données, nous, on s'est créé la nôtre. Alors, fortement inspiré, ou en tout cas initié. Mais c'est pas la même. C'est pas les mêmes règles en soi. Non, donc, d'accord, mais il y a peut-être justement, il faudrait regarder le commun dénominateur des règles européennes et suisses pour voir le point qui le gêne, parce que ça, on le sait toujours pas, en fait. Ils sont, c'est sans doute son service juridique qui a dit, oulala, DMA, on n'est pas sûr de notre coup, chef, faudrait peut-être mieux bien relire le texte et bien regarder ce qu'on a fait dans notre truc pour être sûr d'être dans les clous, parce qu'on va pas se prendre une amende. C'est en ça, évidemment, que Bruxelles, entendez, la Commission européenne se dit très contente le système de régulation semble commencer à fonctionner, même avec les tout gros. Il faut pas commencer à courir après et les menacer avec des amendes. Ils s'autorégulent tout seuls. C'est une victoire à la Pyrrhus, hein, mais c'est une petite victoire tout de même. Mais bon, voilà, c'est un peu. En plus de ça, Apple vient quand même de se manger une amende assez importante, si je ne dis pas de bêtises, de la part de l'Europe, comme les GAFAM de manière générale régulièrement s'en prennent. On n'a jamais les suites de ça, mais donc on peut saluer la volonté d'être dans les clous. On peut s'inquiéter de savoir est-ce qu'ils n'ont pas annoncé tout ça un peu tôt, un peu poussé dans le dos sans doute par Microsoft et la build assez récente, hein, la conférence build où ils ont annoncé Copilot Plus, qui était un peu bloqué aussi, mais pour d'autres raisons, des raisons de processeurs et de brevets côté Snapdragon et architecture propre à Snapdragon. Enfin bref, on ne peut plus rentrer là-dedans, on en a déjà parlé 1000 fois les épisodes précédents, mais peut-être poussé dans le dos, ils ont voulu aller plus vite que la musique et ils sont pas sûrs de leur coup, ils ont pas envie de se reprendre une amende parce que finalement c'est pas très très bon pour l'image de la marque non plus. Donc et ici, on peut pas les critiquer quelque part. C'est pas rare hein, qu'ils proposent un produit d'abord sur le continent américain pour ensuite le proposer dans le reste du monde ou en Europe. Alors, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Hein. Oui, mais il y a un contre-effet de tout ça, c'est que ça va peut-être aussi créer une mouvance de crainte pour les autres pays sur la planète. Se dire, oula, Apple n'ose pas lancer ça sur l'Europe. Est-ce que c'est pas prêt? Est-ce que c'est pas au point? Est-ce que y a anguille sous roche? Moi, je crois que c'est très très au point, mais que sur l'aspect légal, parce que c'est toujours ce problème de libre concurrence hein, qui est mis en avant. Est-ce que leur système ne serait pas un peu auto-centré sur les produits Apple et que du coup, ça fermerait la porte à la concurrence et que donc du coup, ça empiète sur les règles, mais ces règles-là existent également aux États-Unis, hein, donc voilà, c'est très particulier. À mon avis, on va pas en apprendre grand-chose encore durant ces mois d'été. Ça va rester un peu, ça va stagner un peu comme ça va rester un peu en fond. Et je pense que on saura certainement plus d'ici la fin de l'année, d'ici peut-être la rentrée de septembre, 2025. Et avant 2025, on pourra peut-être avoir le fameux de l'histoire. Aurélien, tu voulais rajouter un truc, je crois, ou pas? Oui, sur l'histoire d'un écosystème type iOS qui aurait des fonctionnalités dans un pays et pas dans un autre, ça pose plein de questions et je suis pas sûr que la géologue, comme tu le dis, ait la solution. Parce que si en début 2025 tu vas au CES, tu seras géolocalisé au CES, où il y a plein de façons de te faire tromper la géologue. C'est plus lié, je pense, je te coupe 2 secondes, Aurélien, c'est plus lié, je pense, au compte, parce que le compte est nationalisé. Si tu ouvres ton compte en Belgique, tu as un compte belge. Que tu ailles aux États-Unis ou l'App Store n'est pas le même, nous on peut pas accéder. Voilà. Et donc je pense que c'est là qu'il le bloque. Alors pour les devs qui ont eu la bonne idée d'ouvrir un compte US, sans doute qu'ils auront accès au bêta, etc. Il y a toujours des moyens de contourner ce genre de choses, mais pour la majeure partie des gens, 99% des gens, ils n'y verront que du feu parce qu'ils ne l'auront pas dans l'App Store, comme il y a plein d'applications qu'on ne voit pas dans l'App Store. Je m'interromps 2 secondes parce que je sais que c'est pas moi, parce que j'ai envoyé mon téléphone valser, j'entends les parasites liés à un smartphone dans mes oreilles.
Ouais. Donc, très bizarre. Parce que le mien, il est en mode avion, il est à 2 mètres de moi. Donc, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un sur ma terrasse en train de téléphoner. On nous écoute. C'est très bizarre. Donc voilà, on a fait le tour de ce sujet, les amis. Hein. Je pense que oui, on n'en saura pas plus aujourd'hui. De toute façon, passons à la suite. Et là, on est à la lettre F. F comme fichier. Fichier, Aurélien, on parle d'une société qui s'appelle Microbin. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est un projet. C'est un projet plutôt, oui. C'est un moyen, c'est un projet open source, ça on aime bien chez les technos, de partage de fichiers. Qu'est-ce qu'il a d'original, qu'est-ce qu'il apporte de plus que d'autres systèmes open source de partage de fichiers qui existent par ailleurs depuis pas mal de temps sur le marché? C'est notre ami Corben, on en parle souvent, parfois c'est une... C'est pas mon ami, hein, je le connais pas. non, mais il faut voir qu'il publie quand même pas mal de news. Oui. Et donc, je suis tombé sur cet article de Corben qui parle donc de ce système de partage de fichiers qui donc est open source, est crypté et hébergeable. C'est-à-dire que vous pouvez l'héberger très facilement sur un serveur. Et vous pouvez donc uploader le fichier. Mais imaginons que je veuille envoyer une grosse vidéo à Thierry, un zip, une vidéo, du texte, n'importe quoi. Vous pouvez l'envoyer directement et le crypter et envoyer à Thierry un lien qui sera court et gérer les dates d'expiration aussi et combien de fois Thierry pourra le télécharger. Et ça, de manière complètement automatique et dans une interface super simple. Moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai relevé la news ? Parce que il y avait par le passé un tas de solutions, WeTransfer et autres, qui permettaient de faire ce genre de truc. Mais, je trouve que ces systèmes-là sont de plus en plus bourrés de pubs. Et deuxièmement, pour éviter les bots et compagnie, vous avez souvent l'envoi d'un email avec un code qui vous permet de... Donc ça devient de moins en moins user-friendly, je trouve. De plus en plus d'étapes pour le faire. Alors que bon, c'est quand même un truc, on va dire, relativement banal d'envoyer un fichier à quelqu'un. Et donc vous pouvez soit l'héberger sur votre serveur, soit vous pouvez il y a une instance publique. Je vous ai mis le lien d'ailleurs dans les notes du podcast. pub.microbin.eu. On peut pas faire plus simple. Pub, c'est pas publicité, hein, c'est public. Non, c'est pub, comme public, okay. .microbin.eu, et vous arrivez sur une interface où, de manière assez traditionnelle, vous pouvez indiquer, vous avez juste une zone sur laquelle dropper votre fichier, quel qu'il soit, hein, il accepte tout, mettre l'heure d'expiration, etc., enfin, avoir quelques renseignements, vous sauvez, et voilà, vous recevez un lien que vous pouvez partager avec la personne avec qui vous voulez, ou les personnes avec qui vous voulez partager le fichier en question. Et c'est open source. Donc, on peut considérer que on peut mettre un password aussi pour bloquer l'accès, pour pas que tout le monde puisse le télécharger. Donc il y a du cryptage aussi, hein. Enfin, c'est chiffré, hein, c'est ça. Donc c'est bien aussi. Donc voilà, tout ça est très très bien. J'en connaissais d'autres, j'ai pas les noms en tête, mais qui sont aussi de l'ordre de l'open source, et aussi hébergeable, mais un peu usine à gaz, effectivement, mais avec le même genre de fonctionnalité. Par contre, je suis pas totalement certain qu'ils permettaient le chiffrage de bout en bout, mais qui permettait aussi de mettre une date d'expiration au fichier, voilà. C'est pratique, et on n'est pas inféodé à un système extérieur, on ne sait pas très bien où notre fichier va. C'est ça aussi. Exactement. L'idée. Et si vous voulez, pour l'installer, hein, c'est une ligne de code sur un oui, serveur, c'est ça. C'est extrêmement simple. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un bon plan, parce que c'est vrai que les WeTransfer et autres, on ne sait jamais. C'est pas par là qu'il faut envoyer des documents confidentiels, quoi. Parce que même si on nous promet l'encryption de sources, d'origine, machin, etc. Bon, voilà. Sinon, ce sont des services que vous payez. On a très bien, hein. Vous payez le service, et donc là, vous avez peut-être un tout petit peu plus de sécurité. Ici, si vous êtes maître du truc, bon, vous diminuez encore les chances d'être
espionné. Tu voulais dire un truc, Thierry. Je sens que tu as envie de parler de. Oui, parce que moi, je vais faire mon chauvin. Voilà. Alors, autant je suis un peu en colère ces derniers temps contre Infomaniac. Moi, j'ai connu les débuts d'Infomaniac. Salut Boris, c'est un des fondateurs. Et autant là, ça va un peu dans tous les sens. Voilà, je vous avais parlé de la suite bureautique, open source. Enfin non, pas open source, qui respecte, voilà, qui gratuite et tout, qui essaye de contrer les gens des GAFAM. Swiss Transfer, 50 gigas, quelques clics. Il y a même une extension pour les navigateurs. C'est pas mal, et c'est stocké en Suisse. J'ai envie de faire mon chauvin et puis de vous dire que c'est une belle solution. Mais c'est vrai que l'open source, alors moi je suis très content de savoir qu'il y a cette solution parce que je suis aussi adepte des synologies. Et le fait de pouvoir stocker chez soi, puis de filer juste un lien, puis il y a aussi ces fonctionnalités de mot de passe, de durée, de nombre de téléchargements et tout ça, c'est tellement pratique parce que moi j'ai pas besoin de faire l'upload puisque c'est sur mon NAS et j'ai plus qu'à partager le lien. Donc Microbin, je pense que c'est aussi une belle alternative si vous installez sur votre propre serveur parce que l'avantage c'est que vous allez gagner une étape. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le fichier. Si vous avez le serveur dans votre réseau, vous n'avez plus qu'à envoyer le lien. Voilà. Donc, c'est très pratique. Ouais. Dans la suite, parmi tous les outils que propose Infomaniac, puisqu'on parle d'Infomaniac, autant le dire aussi, on n'est pas payé pour en parler, mais comment on s'en est servi de manière tout à fait gratuite ces derniers temps pour faire nos petites réunions privées entre nous, puisqu'on a utilisé leur QMeet, ils appellent ça, chez Infomaniac. C'est un système de vidéoconférence totalement gratuit qui repose sur du logiciel libre, hein, sur de l'open source. C'est Jitsi, je pense, qui est derrière. Jitsi, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Et qui fonctionne. Voilà. C'est de manière un peu voilà, c'est un peu aléatoire, mais ça marche. Ça marche chez Suisse, voilà, mais sans plus. On va pas non plus en faire des tonnes, mais ça a le mérite d'exister, c'est pour ça qu'on le cite. On va pas faire toute une séquence logiciel libre non plus. On va peut-être passer à la suite, si ça ne vous si ça ne vous dérange pas. Hein. Avec la lettre I comme iOS ou iOS si vous préférez. On va parler de iOS 18. Apparemment, la réalité n'est pas nécessairement... Décidément, tu as décidé de casser du Apple, toi, aujourd'hui. La réalité n'est pas nécessairement à la hauteur des promesses de la marque à la pomme. C'est de la compote. Voilà. On peut être un fanboy de la marque à la pomme croquée, mais on peut aussi clasher la fameuse marque. Il faut être critique, tout à fait. Il faut être critique, mais je suis d'autant plus à l'aise que, comme je le disais dans le premier sujet, j'aime bien tester les bêtas, je le fais depuis que c'est possible, depuis que, effectivement, j'ai des comptes développeurs. Depuis quelques années, je suis dans les technos et je teste les bêtas, comme Aurélien Bêta, Sébastien Bêta, Marc Bêta. Il teste les bêtas. Exactement. Vas-y mon Bêta. Alors, c'est pas le meilleur truc pour faire des économies d'énergie parce que ça draine un courant de malade. Donc ça on le sait. Hein, ça fait partie des grands classiques. Alors oui, la réalité n'est pas à la hauteur des promesses parce que je me suis tapé, pas en live, mais j'avais vu la keynote et j'avais bien aimé les effets d'annonce, même si, et à juste titre, les fans d'Android peuvent nous dire régulièrement oui, mais ça existe déjà chez nous, oui, on peut déjà faire ça, etc. Donc oui, ils ont raison. Hein, on pourrait aussi critiquer. Voilà, on pourrait aussi critiquer cette nouvelle version de l'OS comme un espèce de relooking. Parce que la plupart des logiciels, depuis maintenant quelques années, fonctionnent très bien sur les bêtas. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, il y avait des logiciels bancaires ou des trucs comme ça qui ne fonctionnaient pas sous des bêtas parce que le soft n'était pas adapté. Mais il faut croire que le noyau dur de l'OS, il est assez bien foutu pour que malgré le fait qu'on aille sur une nouvelle version, le logiciel continue à très bien fonctionner. Donc
je me suis retrouvé à être séduit par certaines annonces. Alors, dans celles qu'on a vues ou celles que je pourrais vous citer, qui sont complètement ridicules, ça y est, on peut placer les icônes d'application où on veut. On n'est pas obligé de faire qu'elles se suivent. Voilà, c'est super important. Il y a le mode dark. On peut coloriser ou on peut assombrir toutes les icônes. On peut aussi faire disparaître le nom des apps sous les icônes. Alors voilà, tout ça, ce sont peut-être quelques petits gadgets. On a aussi des effets d'animation et tout ça. Et puis là, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il y a des gens qui sont tellement excités à l'idée d'avoir ces nouvelles fonctionnalités qui se font avoir. Il y a un marché de la fausse licence. Je devrais dire plutôt le faux certificat, le faux profil, parce que vous savez, vous pouvez installer un profil qui permet à une application en cours de développement d'être utilisable sur un certain temps. On avait par exemple cette fameuse application TestFly. On installe un profil et on peut faire un fly test effectivement d'une app avant qu'elle soit terminée. Et il y avait ces effets d'annonce qui ont été présentés à la keynote où, par exemple, quand vous appuyez sur certains boutons, il y a des vagues, il y a Siri qui est plus un rond en bas de l'écran, mais qui prend une toute autre allure. Et il y a des gens qui balancent sur TikTok des vidéos sur lesquelles, tiens, ouais, super cet effet d'animation, puis tout de suite les internautes de demander, mais comment tu fais? Moi je l'ai pas et tout. Ah, il faut un profil et tout, je te le file, écris-moi en MP. Et puis en fin de compte, en fait, le profil permet de pirater votre iPhone parce que vous allez vous retrouver avec une version légèrement différente de l'officiel. Donc faites très attention par rapport à ça. C'est une espèce d'hameçonnage, quoi. Oui. Oui. Voilà, méchant hameçonnage. Et alors, je me moquais tout à l'heure de Tim Cook qui connaît pas bien sa géographie. Voilà. Eh bien, il faut savoir qu'en Suisse, on a de la chance parce qu'il y a quand même, une justice. Il y a une fonctionnalité. Alors, beaucoup me disent, mais à quoi elle sert? C'est la recopie d'écran de votre iPhone sur Mac. Et moi, tout de suite, aux personnes qui m'ont demandé, je leur ai dit, mais ça, c'est génial pour faire des tutos, pour faire des vidéos, chouette, pour montrer entre autres, ce qui se passe, voilà, sur votre iPhone. Mais ça va très loin parce qu'en fait, la recopie vous permet de carrément piloter, entendre les sonneries, les alertes, les choses comme ça sur le Mac. Alors donc, le truc, Thierry, ça fait partie justement, si vous l'avez en Suisse, tant mieux, mais ça contredit ta news précédente parce que ça fait partie des choses qui sont bloquées, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a aussi cette fonctionnalité-là, qui là pour le coup serait trop effectivement orientée Apple. Ça ne permettrait pas par exemple d'avoir la recopie d'un Android sur son écran, et donc ça gêne un peu. Ce qui est un peu couillon, mais voilà. Je fais la news et la contre-news, puisqu'effectivement, nous en Suisse, et je l'ai testé, c'est assez bluffant, on peut mirrorer l'iPhone. Donc vous l'avez dans une autre pièce, vous avez envie d'initier un appel et écrire un SMS et tout, même si on peut le faire au travers de l'application message sur votre Mac, mais vous pouvez pousser le vis à télécommander votre Mac depuis un écran, télécommander votre iPhone depuis un Mac, et puis d'avoir toute l'image en miroir sur votre iPhone. Donc, ce qui permet aussi d'avoir des applications iPhone sur son Mac, en fait, par ailleurs. Hein, oui, voilà. Puis moi, je pense à l'application tuto aussi, c'est de faire des petites démos, de présenter comme ça des logiciels. Il existait déjà une application de tierce qui fonctionnait d'ailleurs sous Windows et qui permettait de répliquer le smartphone pour avoir une vue. Alors, effectivement, pour faire des présentations, pour faire des choses qu'on ne voit que sur l'iPhone. Il y a une astuce très, très simple, gratos, pour les utilisateurs Mac, malheureusement. Non, c'est un câble branché sur votre Mac et vous ouvrez QuickTime Player. Oui. Et vous utilisez l'iPhone comme source vidéo et vous allez voir votre iPhone s'afficher dans votre fenêtre sur le Mac. Oui. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut piloter avec cette nouvelle fonctionnalité qui viendra avec Sequoia sur Mac et iOS 18 sur iPhone. Avec l'Apple TV aussi, il y a moyen de le faire. On a fait ça au début des technos pour montrer des images des photos dans l'image. C'était mon iPad qui était répliqué sur un PC. Bref, popote interne. Mais voilà. Alors après, est-ce que c'est révolutionnaire ? Non, évidemment que non. Ça fait de la mousse. Tout le monde en parle et puis demain on n'en parlera plus.
Et c'est peut-être tant mieux, et puis voilà. Ouais, une des vraies news, c'est que les moteurs web sur iPad arrivent aussi enfin, les moteurs tierces, donc vous pouvez installer du Firefox ou du Google Chrome. Ça y est, on n'est plus tributaire du moteur web le WebKit de chez Apple. Donc là, peut-être ça va faire bouger les choses. C'est déjà le cas avant, hein, parce que ça fait sur les iPhones, déjà que... mais pas sur les iPads. Ah d'accord, voilà. Ok. Moi, il me semble que sur moi, j'ai installé un Firefox sur un iPad, moi, il me semble. Alors oui, mais c'était probablement un Firefox qui utilisait le WebKit Safari, le WebKit Mac. Mais maintenant, on peut travailler avec du tierce totalement sur iPad, ce qui était déjà le cas par contre sur iPhone. Voilà. Ok, bon. Ça ne fonctionnait pas moins bien. faut juste le dire. Non, c'est ça, si on l'avait même pas remarqué. Passons à la suite. Avec la lettre J comme jumelle. Pourquoi ? On va de nouveau parler intelligence artificielle avec Aurélien, avec ces fameuses jumelles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier et pourquoi est-ce qu'on va vouloir les emmener en randonnée, ces jumelles ? Bah oui, c'est l'été, on va tous aller je parle l'objet dans lequel on regarde, hein, pas les copines du collège, quoi. Pas les sœurs jumelles. C'est ça. Parce que ça, on sait comment on a envie de les emmener. Je suis tombé donc sur un article de France Info, je crois, qui présente des jumelles avec de l'intelligence artificielle. Alors je trouvais ça... bon, vous allez me dire, on le met à toutes les sauces, il fallait bien que les jumelles y passent. Mais bon, pour une fois... Je trouve que c'est pas si bête que ça et que ça peut être utile. Si vous êtes, par exemple, un féru de zoologie, de reconnaître des animaux, par exemple. des oiseaux, par exemple. J'allais dire de naturisme, mais ça c'est d'autres oiseaux. Non. Donc, restons sérieux. C'est bien le dernier épisode, mais restons sérieux. Donc, vous baladez avec vos jumelles. Et donc, vous pouvez zoomer sur un oiseau et donc à l'intérieur des jumelles, sur des écrans, vous allez avoir un cercle qui va entourer l'oiseau et qui va vous écrire en incrustation c'est une chouette. Coucou. C'est un coucou. Voilà, c'est un oiseau. Et donc, vous pouvez faire ça avec des animaux, vous pouvez faire ça, vous baladez, je sais pas, dans une vallée, il y a différentes montagnes, par exemple celui de Thierry, ça peut vous donner le nom de la montagne, la hauteur de la montagne. Et vous avez aussi, j'y reviendrai après, une boîte française, là, Interstellar, qui va être spécialisée sur les constellations, comment reconnaître la grande ours et tout ça. Et donc directement dans les jumelles, sans aucune... Ouais, non, mais la vidéo est très impressionnante, ouais. Vous irez voir les sources. Et donc, directement sans aucune connexion Internet, directement dans les jumelles, ces jumelles sont capables de reconnaître 9000 espèces d'animaux. Il y a forcément un GPS, une boussole et une caméra pour aider, forcément, à se localiser, à savoir, je pense pour les constellations, suivant quel axe vous regardez, et donc de vous aider. Et même pour l'histoire des constellations, imaginez que vous êtes avec des amis qui ont ces mêmes jumelles, vous allez faire un ciblage, vous allez dire tiens, j'ai repéré la grande ours, et vous pouvez le partager avec la personne qui a les jumelles d'à côté, et donc ça va vous mettre des flèches pour dire va à droite, va en haut, et hop, tu retombes dessus et on regarde la même chose. Oui, oui. Vous pouvez partager votre ciblage de trucs. Je trouve que c'est... Enfin, pour des gens qui veulent... non, mais c'est pour des passionnés, évidemment. Mais pour des passionnés, parce que quand je vais vous donner le prix, vous allez comprendre. Oui, je l'ai vu, je l'ai aperçu, ça m'a refroidi. Je le dis tout de suite. Ça pique les yeux aussi. Donc les jumelles pour la zoologie, pour la randonnée, sont commercialisées par Swarovski Optique au prix de 4600 €. C'est quand même pas, voilà... La paire, hein. La paire de jumelles, je veux dire, c'est... Alors, et en plus, grossissement, 10 fois, c'est même pas... Voilà, 10 fois, c'est pas terrible. C'est pas extraordinaire, enfin, ça va. Pour des jumelles d'entrée de gamme, ce serait bien, mais à ce prix-là... Voilà, ça se pose quand même là, quoi. Je pense qu'on peut en trouver au moins 10 fois moins cher.
Ben oui, d'autant plus que... Et donc, oui. Et donc les jumelles pour l'astronomie vont être commercialisées, parce qu'elles ne le sont pas encore, par une société française qui s'appelle Unistellar, au prix de 1 200 €. Si ça peut vous éviter d'avoir soit le bouquin avec toutes les espèces, et puis vous regardez et vous devez chercher dans un bouquin quelle espèce d'oiseau vous regardez. On peut reconnaître les montagnes aussi. Il reconnaît les montagnes, Thierry. Toi, tu les connais par cœur, tes montagnes, mais quand on ne connaît pas, on peut regarder on peut regarder les montagnes et il nous dit quelle montagne c'est. Il disait même dans l'article qu'il pouvait... tu imagines que tu as un chemin qui serpente, qui monte et qui descend. Ils peuvent incruster une carte sur la... sur la... Une carte GPS sur la lentille. Voilà, sur ce que tu vois. Donc, ça va quand même très loin. Et en plus... Voilà, c'est de l'information, c'est énormément d'informations qui sont embarquées directement dans les jumelles. Il y a une puissance de calcul, à mon avis, assez importante, avec un GPU qui doit quand même être assez costaud pour traiter tout ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est vrai qu'on peut se retrouver très rapidement en montagne dans des endroits qui ne sont pas couverts par les réseaux mobiles, et pour autant on a des informations. Donc, Vous la voyez venir, la version militaire ? C'est un char à nous, c'est pas un char à nous, c'est un avion à nous, c'est pas un avion à nous, c'est un soldat à nous, un casque à nous, un fusil à nous, non, c'est pas à nous. Mais ça existe déjà, il n'y a pas besoin de regarder dans les jumelles, ça se fait automatiquement. Non, mais c'est pas nécessaire. Non, mais on en parlera dans le dossier de ça. Quand tu as un pays comme la Russie qui attaque un autre pays comme l'Ukraine, et que les deux ont pendant tout un temps les mêmes fournisseurs, c'est pas si évident de reconnaître un char de l'ex-Union soviétique qui est russe et ukrainien. Donc ça peut poser des soucis. Donc peut-être que là, il y a une solution militaire en plus à accorder. Fin de la parenthèse, c'est pas comique, mais voilà. Mais je trouve ça fantastique. Ceci étant dit, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé, je pense que c'est cette saison, peut-être la saison passée, d'un nichoir à oiseaux, avec une webcam intégrée, qui en plus qui prenait une photo d'un oiseau quand il venait se ravitailler, mais en plus disait quel était le type d'oiseau, enfin le type, la race, enfin le genre, enfin l'oiseau, de quoi il s'agit, etc. Et donc documentait en plus la photo avec l'enregistrement d'informations complémentaires. C'est un truc, c'était aussi un projet Kickstarter, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'avais déjà trouvé ça assez sympathique, parce que c'est vrai que on a tous essayé de faire une photo, parce qu'on a un nichoir à oiseaux à côté de sa fenêtre. C'est-à-dire, celui-là, je vais me le choper, et donc on reste pendant 10 minutes. Puis on en a marre, après 10 minutes, on pose l'appareil photo, et c'est à ce moment-là que ce crétin d'oiseau vient chercher des graines. Et donc là, on peut le choper directement. Mais ça, c'est fort. Moi, j'aime bien. C'est cher, mais c'est bien. Thierry. Oui, je voulais dire bravo à Aurélien. C'est pour ça que j'adore faire les émissions avec lui, parce qu'il vient avec une news qui confirme. Moi, ça me fait plaisir de voir cette news, parce que ça confirme ce qu'on voit au CES, puisque ces perches jumelles, je les ai vues au CES en janvier dernier. Et puis ah oui, c'est vrai, tu avais parlé de ça. Ouais, je les ai vues, et il y avait que les oiseaux. Et puis j'avais trouvé le truc un peu alors moi je suis pas branché ornithologie, mais c'est vrai que ça avait été remarqué. Mais de là maintenant à aller sur l'incrustation, sur d'autres espèces, sur les montagnes, sur tout ça, je dis chapeau Swarovski, parce que pour avoir discuté avec eux, puisqu'on les a visités, j'étais mais maintenant, voilà, le produit semble être abouti. Surtout, comme tu viens de le dire, Aurélien, c'est du offline, et ça, c'est balèze aussi. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où tu fais un appareil comme ça qui est capable de reconnaître les races d'oiseaux, après, je vais pas dire que c'est simple, mais reconnaître une montagne, reconnaître un chemin, reconnaître une plante, peut-être demain, tu vois, c'est du même. Enfin, je veux dire, la mécanique reste la même. C'est juste la base de données qui change quelque part. Enfin, juste. J'y mets des guillemets, hein, mais on est sur quelque chose, c'est de la reconnaissance visuelle d'un objet, et puis après c'est de la base de données, et ça je trouve que parmi les technologies dont on parle régulièrement, c'est un truc
ça sert, quoi. C'est utile quand on part quelque part en excursion, d'avoir ça sous la main. Ça permet genre, tu reviens de ta montagne après un trek, et tu dis, qu'est-ce que t'as vu? Des oiseaux et des montagnes. Et quel genre d'oiseaux? Bleu, gris. Bleu. Voilà. Tandis que là, tu sais, oui, j'ai vu tel type d'oiseau sur telle montagne à tel moment. Il y avait la lune, il y avait les étoiles, machin, etc. Voilà, on peut tout dire. Donc on a tout. Voilà, c'est bien aussi pour la culture générale, pour l'enseignement aussi sûrement. J'y vois plein d'activités, Faut pas réfléchir longtemps pour y trouver un intérêt. C'est ça que je veux dire. Merci pour ce sujet, mon bon Aurélien. On va aller à celle S comme la lettre L, comme la lettre S comme le sel. Ouais, c'est compliqué, Thierry. Surtout quand le titre c'est quand tes fesses te disent merci. J'ai un peu peur. Oui. Alors c'est une spéciale dédicace pour notre Aurélien national parce que vous le savez, Aurélien adore la petite reine. Je parle du vélo. Voilà. Je pense qu'il y avait des problèmes gastriques. Non. Et en plus, on est toujours dans l'élément aquatique parce qu'il est sous l'eau, notre ami Aurélien, tellement il est demandé, tellement il est sollicité. Voilà. Oui. J'ai pas pu m'en empêcher. Désolé Aurélien, puisqu'il va se préparer à une sacrée performance. Mais je laisserai le principal intéressé en parler s'il le souhaite. Je sais pas si vous connaissez la start-up. Alors je vais essayer de le dire une seule fois et correctement. Ataraxy BSC. Bref, voilà. En fait, eux, ils se sont dit, et ça sera le petit point commun qu'il y a avec le dossier qui vous attend après, parce que c'est un ingénieur australien qui a eu l'idée de se dire, c'est quand même fou que pour un objet qui existe, j'avais été voir du côté de Wikipédia l'invention du vélo. Vous me dites quelle année? Parce que c'est le tout premier, celui qu'on... Le tout premier qui n'avait pas de pédalier en bois. Il n'y avait pas de pédale. Le Grand Bi, il n'y avait pas de pédale. Non, ça, le Grand Bi, c'est déjà très élaboré. C'est une Drésienne. C'est une espèce de Drésienne, c'est 2 roues avec un manche de bronze entre les deux. Quelle année 1700 et des chics, non? T'es un peu lointain. Aurélien, dis combien? Mais c'est 1850. 1850. T'es pas loin. 1800. Mais il m'a aidé. 1817, voilà. C'était entre les deux, quoi. Ça s'appelait le Laufmaschine ou machine à courir et effectivement, ça s'appelle une Drésienne. Pourquoi? Parce que c'était le baron allemand Karl Drais. Et voilà, Drésienne, voilà, exactement. Et c'est que heureusement qu'il s'appelait pas Bic. Ça aurait été embêtant pour la suite de l'histoire. c'est que dans les années 1900 qu'on s'est dit bon allez, c'est pas juste un gadget pour la haute société, c'est un vrai truc, c'est un moyen de locomotion, ça peut être pratique et tout. Et c'est quand même fou de savoir que dans le monde du vélo, on puisse attendre, ou on doit attendre les années 2000 pour voir un des éléments se réinventer, la selle. Moi, je trouvais l'idée excellente, mais après, je passerai très vite la parole à Aurélien parce que lui, c'est un spécialiste du vélo et il m'a dit off the record qu'il avait vu un projet similaire. En fait, il faut imaginer, puisque vous n'avez pas forcément l'image si vous écoutez tout ça, en plus en faisant du vélo. D'autant que je l'ai même pas montré, donc. Voilà. Non, mais voilà, je me plie à l'exercice. Moi, j'attendais. Je suis à l'aise. Ouais. C'est que votre fesse gauche et votre fesse droite, quand vous pédalez, elle reste pas à plat. Voilà. C'est pas la même. Vos fesses sont pas identiques. Enfin, bref, il y en a une qui baisse, une qui monte. Et bien, en fait, il faut imaginer qu'il y ait ces deux parties qui suivent les mouvements de vos fesses pour pas vous faire mal au coccyx à la fin de l'épreuve. Et donc, en fait, ça a l'air très ergonomique, c'est assez bien foutu en tout cas sur le principe du mécanisme. Il faut imaginer ces deux parties qui arrivent à coulisser et pivoter, suivre alors je sais pas si à l'usure c'est agréable ou c'est déstabilisant parce qu'on est sur quelque chose qui bouge mais qui suivent les mouvements de vos fesses, de votre corps et
qui nous est vendu comme l'idée que c'est eh bien plus ergonomique et puis moins douloureux. Alors il n'y a pas de prix, il y a peut-être une sortie qui va être annoncée au fameux salon du Eurobike 2024, voilà, du 3 au 7 juillet à Francfort en Allemagne, et peut-être qu'on en saura un peu plus sur le prix, sur la date de sortie effective de ce produit. Ça m'a fait bien sourire de tomber sur cette news et puis surtout de me dire que on avait parmi nous un cycliste émérite qui peut-être pourrait utiliser cette technologie. Mais voilà. Moi, je trouve pas ça complètement idiot. Faut être honnête. Je comprends pas qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, parce que c'est vrai. Il faut être d'accord que la selle de vélo, c'est quand même pas le truc le plus ergonomique du monde. C'est agressif pour le séant. Et donc les coureurs cyclistes, d'ailleurs, tu pourras nous le confirmer, je pense, Aurélien. Certains, en tout cas, se retrouvent avec vraiment des brûlures mal placées. Pour ça qu'ils portent des culottes un peu de protection, quoi. Enfin, c'est pas, ils vont pas en slip, quoi. Parce que c'est vraiment, ça peut vraiment être douloureux si on ne se protège pas un minimum. Là, on a l'impression que c'est beaucoup plus confortable. Évidemment, on a rajouté un peu de technologie autour. Il y a des réglages, il y a des vis à gauche, à droite, etc. Donc, des parties mobiles, ça veut dire que ça peut casser aussi. Hein. Donc, voilà, on va un peu par là. Ceci étant dit, moi j'ai un collègue qui a un vélo. Il a fait l'entretien il y a pas longtemps. Il en a eu pour 440 € d'entretien. J'avais pas d'entretien aussi cher sur ma voiture. Donc, tellement il y a de la technologie maintenant dans les vélos. C'est voilà, mais moi je trouve ça, je sais pas, Aurélien, on va te laisser parler parce que c'est oui, vas-y, c'est toi le spécialiste. Là, je peux en parler pendant un moment. Alors oui, en fait, sur une selle, grosso modo, vous voyez, hein, l'avant est effilé, ce qu'on appelle le bec de la selle, et puis l'arrière est plus large, c'est là où on vient poser ses fesses. Alors il y a toujours eu un débat sur l'intérêt du bec de selle, et notamment l'appui au niveau du bec de selle qui n'est pas forcément très judicieux, notamment pour l'homme. C'est ça aussi. Voilà, des choses qui passent par ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'anatomie de l'homme et d'une femme, c'est pas la même chose. Donc, il y a des selles. Et pourquoi les selles sont les mêmes alors du coup ? Non, il y a des selles pour hommes et des selles pour... Oui. D'accord, je savais pas. Il y a des selles pour hommes et des selles pour femmes. Vous allez dans toutes les grandes marques de selles. À partir d'une certaine gamme, il y a des selles pour hommes et des selles pour femmes. Oui, c'est ça. Les selles pour femmes sont plus larges au niveau de la partie arrière est plus large. D'accord. Vous avez aussi un tas de selles d'une grande marque, que je ne citerai pas parce qu'on n'est pas payé pour le faire, qui, entre le bec et l'arrière, dispose d'un trou pour justement ne pas appuyer sur des parties qui n'aimeraient pas être en compression. Oui. Alors, c'est pas exactement la même idée que ce que présente Thierry, mais il y a une marque de selle française qui commercialise des selles qui n'ont pas de bec, d'une part, et d'autre part, la partie arrière de la selle, donc la seule chose qui reste, est montée sur un pivot, ce qui fait que, en fait, vous épousez quelque part le mouvement du bassin quand vous pédalez. C'est ça. Bon, ça reste très empirique et très... Voilà, chacun défend sa chapelle. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Alors, quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, on met un cuissard, on met pas de sous-vêtements sous le cuissard, et bien évidemment, il y a une peau de chamois. Et bon, oui, les premiers mois, on peut avoir quelques irritations, mais c'est comme tout. Au bout d'un moment, le corps se venge, durcit, se durcit assez. Bon, voilà, et donc vous n'avez pas un cycliste pro normalement n'a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, je voudrais juste faire une parenthèse parce que pendant que vous parliez et que tu expliquais, j'ai appris des trucs sur les selles. Je savais pas que ce podcast me permettrait d'apprendre des choses sur cet accessoire néanmoins indispensable quand on veut faire du vélo de manière un peu confortable. Malgré tout. Mais j'étais en train de regarder et je me rends compte d'un truc, c'est qu'effectivement on a cette news qui nous parle
de cette selle, d'un dispositif, etc., avec un départ, machin, ça. Et alors, quand j'ai juste été chez, je peux le dire, chez Amazon, et qu'est-ce que je vois ? Le même genre de truc, pour 338 €, je vous le dis comme ça, qui semble pas être, voilà, et qui existe par ailleurs, et c'est pas le seul modèle en plus, il y en a d'autres, de différentes formes, etc. Donc, il y a eu déjà, on voit aussi le modèle dont tu nous parlais, d'ailleurs. Donc, je sais pas très bien où est le côté un peu exclusif de cette selle dont tu nous parlais. L'arc de cercle, peut-être. Peut-être, ouais, une petite... Ce que tu as montré sur Amazon, on dirait que c'est plutôt une suspension... ouais, peut-être. Il y a des différences, mais c'est pas les seuls à avoir exploré cette voie, si je puis dire. Ouais. Tu vois, les selles sans bec, ça fait des années que ça existe. Oui, mais avec des fesses séparées. Des fesses dissociées. Dissociées, ça, il y en a déjà qui existent. Alors peut-être que c'est pas tout à fait le même principe, que ça se règle pas de la même façon, etc., etc. On dirait un sujet de 1er avril, hein, faut le dire, mais c'est pas le cas. C'est pas une blague. Et ça nous a vraiment intéressé cette histoire-là, parce que qui n'a pas eu mal au popotin, parce que quand on roule pas régulièrement, oui, ça fait toujours un peu mal au popotin quand on reprend le vélo. T'en sais quelque chose, Aurélien, je pense. Quelle que soit la nature du vélo, la longueur du vélo et la raison pour laquelle on fait du vélo. Si là, j'ai pas tendu des perches, je sais pas ce que je dois faire d'autre. Mais voilà. Ou alors, on aura l'occasion d'en reparler à une autre occasion. C'est comme tu veux, c'est comme tu le sens. Tu es maître du jeu, c'est toi qui... Je peux dire que, voilà, pour nos auditeurs... oui, dis-le. Regardez le Tour de France plutôt vers la fin. Plutôt à la fin. Plutôt vers le 21 juillet, et peut-être que vous pourrez me voir. Voilà. Oui. Ou aller sur les réseaux et... Notez la date. C'est fête nationale belge, le jour de la fête nationale belge, c'est quand même un comble. Excellent. Excellent. Bah oui, Aurélien va être le premier. Ah non, tu seras le second. Parce que le premier, vous êtes deux. C'est sur un vélo à 2 places, qu'on appelle communément un tandem, avec un de tes collègues, et vous allez vous compléter, parce que lui n'a pas nécessairement tout à fait l'usage de ses jambes, par contre toi oui, et lui il a une vue parfaite, alors que toi pas. Voilà. Et donc vous allez vous compléter, et ça c'est une belle illustration de la complémentarité. C'est un binôme inédit. C'est assez inédit, et sur le Tour de France, ce sera un contre-la-montre, la dernière étape du Tour de France. Et donc vous serez les premiers à passer la ligne d'arrivée. Voilà, on a été choisi pour... comme on est fiers chez les technos de savoir que... Je vous dis pas, je vais faire Monaco-Nice. Voilà. Si vous êtes entre Monaco et Nice, venez nous supporter. Enfin, si vous êtes entre Monaco et Nice, venez nous supporter. Il y a de quoi nous supporter. Quand la caravane sera passée, et vous auront jeté des saucissons sur la tronche au passage, et des trucs en plastique dégueulasses, juste derrière, il y a ces deux gugus qui feront du vélo, ce qui au Tour de France est quand même assez particulier, pour rejoindre la ligne d'arrivée. On n'est pas peu fiers, et ce sera suivi par les caméras de la télévision, de France Télévisions. Donc voilà, nous, évidemment, on sera devant notre poste de télévision. Vous doutez bien. Donc voilà. N'hésitez pas à encourager ce téméraire équipage. Voilà, j'ai pas tendu une perche, j'ai tendu la selle à Aurélien aujourd'hui. Allez, on passe à la suite si vous voulez bien. Avec la lettre S comme spatial. Parce que comment fait-on caca dans les... Ah non, c'est pas ça. Non, mais parce qu'on était parti là-dedans, moi, tout d'un coup, je me dis, tiens, on peut explorer aussi d'autres pistes. On va parler d'Ariane 6. Oui, c'est ça. Ariane 6 va-t-elle se qualifier ? Pourquoi ? Elle participe aussi au Tour de France ? Non. À l'Euro ? C'est un clin d'œil à l'Euro, ça. Comme il y a France-Belgique qui se prépare. Oh, ça va, hein, ne m'énerve pas. On s'est fait tartiner par la Suisse l'autre fois, ça suffit maintenant. Hein. Moi, j'en ai marre. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais non, mais beaucoup plus sérieusement, Marc. Héros. Oui, vas-y. Beaucoup plus sérieusement, Marc. Oui. Malheureusement, l'actualité lourde actuellement, enfin l'actualité politique lourde en ce moment éclipse un tas de sujets tech. C'est vrai. Et c'est vrai que j'aurais pas forcément parlé d'Ariane 6 dans les technos, mais vu qu'on n'en parle pas, je me suis dit, on va boucher les trous. Il faut. Oui, allons-y. Ouais. Donc, savez-vous que le 9 juillet,
Donc c'est un peu avant le 21. Souvenez-vous. Le 21 est central pour nous. Tout tourne autour. Ah bah moi ma vie est tournée autour du 21 juillet. C'est ça. Donc le 9 juillet à Kourou en Guyane, Ariane 6 donc est quand même un grand saut en avant pour l'Europe hein, puisque c'est une nouvelle fusée qu'on va lancer avec des nouvelles fonctionnalités. Je vais en parler. Donc le 25 juin, les équipes de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, d'Ariane Group et du CNES, Commissariat national d'études non, c'est pas comité. Oui, on se lancer là-dedans. Études spatiales. ES, c'est études spatiales. On dévoilait donc le planning du tir qui aura lieu le 9 juillet, entre 15h et 18h. Ils ont fait une répétition complète de tout le process de décollage le 21 juin en remplissant de carburant, en faisant le décompte quasiment jusqu'à... ils s'arrêtent juste à temps de... Voilà, ils s'arrêtent juste à temps pour pas, pour pas que ça parte. Mais en tous les cas, cet essai du 21 juin a été complètement positif et concluant. Tout était au nominal, d'après eux. Et donc, ce vol du 9 juillet, c'est vraiment le vol de qualification pour savoir si on pourra un jour mettre ou pas des satellites d'une certaine valeur avec un indice de confiance élevé. On pourra les mettre en orbite ou pas. Alors, et nous, on n'envoie pas une bagnole dans l'espace pour faire ça. Je le dis en passant parce que c'est un peu ce qu'Elon Musk avait fait. Il avait balancé plutôt que balancer un pavé en dehors de l'atmosphère, il avait envoyé une voiture en dehors de l'atmosphère. Ici, la charge utile, je sais pas ce que c'est, mais c'est des tout petits satellites, mais qui servent pas à grand. Enfin, c'est des tout petits. Il n'y a pas d'enjeu technique. C'est ça. Il on perd pas grand-chose non plus. Voilà, c'est ça. Si ça Donc on pourra faire avec puisque on a vraiment repensé complètement le lanceur et tout ça, et donc on pourra faire 12 lancements par an contre 7 avec Ariane 5. C'est complètement modulable parce que on peut faire avec Ariane 6. Il y a deux configurations. Une première qu'on appelle Ariane 62 avec 2 boosters quand on a peu de charge utile ou pas mal de petits satellites mais qui a pas beaucoup de charge, on met que 2 boosters, mais on peut aussi mettre 4 boosters. Donc, en fonction de la charge. Voilà, en fonction de la charge. Dans un cas, la charge, c'est quand on met que 2 boosters, c'est 530 tonnes. Quand on met 4 boosters, on a une poussée de 800. Non, on peut embarquer 860 tonnes. D'accord. Donc voilà, on peut en mettre pas mal sous la coiffe. On peut aussi faire plein de nouvelles choses qu'on pouvait pas faire avant. On peut démarrer, mettre un premier paquet de satellites sur une première orbite, redémarrer les moteurs, aller sur une deuxième orbite et lancer un deuxième jeu de satellites. Enfin, plein de choses qui font que le projet Ariane, voilà, plus économique, plus modulaire. On met moins de temps entre les lancements. Voilà, tout a été repensé pour que on arrive à être une vraie force dans le spatial versus SpaceX et compagnie. Donc, franchement, moi, quand vous regarderez les liens que j'ai mis, quand ils transportent l'hydrogène liquide jusqu'au pas de tir avec des camions qui roulent super doucement sur des routes. Techniquement, technologiquement, ça met des étoiles dans les yeux. C'est balèze. C'est vrai que c'est toujours. C'est faux. Des moments assez particuliers. Je sais qu'il y a des chaînes. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais il y a des chaînes YouTube ou des chaînes Twitch qui vont vous faire vivre ça. En live. Avec des gens très très bien, que j'ai pas les noms qui me viennent comme ça non plus, mais il y en a quelques-uns, ils sont plusieurs, ils disent pas de conneries, ils connaissent super bien leur affaire. Ils connaissent super bien leur truc. C'est passionnant, et ils en parlent beaucoup mieux que nous, parce que c'est leur dada à 100%, et ils suivent tout ça de près. Certains ont même déjà été à Kourou et sur des pas de tir et autres, donc ils sont vraiment de très bonnes, ils ont de bonnes informations, et c'est passionnant de suivre ce genre de choses, aussi avec des commentaires explicite, c'est très agréable. Oui. Mais c'est long. Parce qu'en fait, c'est long.
un tir, on ne sait jamais. Enfin, il y a des annonces, mais on ne sait jamais vraiment en faisant sur les nuages, la fenêtre météo et tout ça. 3-4 heures devant soi, quoi. Ouais, voilà, faut se mettre ça en fond. Mais en tous les cas, c'est toujours. C'est la conquête spatiale, c'est toujours. On sait qu'on aura besoin de plus. C'est économique parce que tu l'as dit, la charge utile est quand même conséquente. On peut envoyer des satellites sur plusieurs orbites différentes. Ça, c'est très bien, mais on ne récupère toujours pas le booster comme le fait SpaceX, par exemple. Ça reste encore... voilà, il n'y a pas de retour possible, quoi. C'est pas... ça reste quand même un gros avantage, enfin un gros, je sais pas s'il est si gros que ça, un avantage à la faveur de SpaceX qui a, je sais pas combien de fois ils réutilisent leur lanceur, mais c'est quand même assez conséquent. Et donc, ça fait faire des économies aussi, malgré tout, quoi. Donc voilà, autant le signaler au passage, mais ils sont pas tout seuls dans la bagarre, il y en a d'autres encore aussi. Et tiens, vous avez entendu l'histoire de la capsule Boeing? Et donc ils ont envoyé finalement leur vaisseau vers l'ISS et ils pensent redescendre, mais peut-être avec Space Dragon, la capsule de SpaceX, parce que c'est pas très sûr avec la capsule de Boeing, paraît-il. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, ça fait mal quand même. Donc, et autre petite news en passant, parce que je l'ai appris là tantôt aussi, vous savez que bientôt, dans quelques temps, on va désorbiter l'ISS, déshabiller l'ISS, parce que la station arrive en fin de vie, et c'est SpaceX qui a obtenu le contrat de désorbitage ou désorbitation, je sais pas comment on dit, de la station spatiale internationale. Quel kiff ça doit être de dire, allez, on la fout par terre maintenant. Pas un panneau marqué déchetterie. C'est ça. Pensez au tri. Zut, c'est fermé. Mais enfin voilà, on aura certainement l'occasion d'en reparler quand ça se produira. On est un peu moins sur la balle au niveau conquête spatiale qu'auparavant, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'en parler, puis on n'a pas toujours les compétences non plus pour bien en parler. Ici, tu as pris le risque. Je te salue là-dessus, et t'as bien raison de le faire, parce que c'est vrai que l'actualité un peu pesante de cette fin d'année académique, et ça va être comme ça encore à mon avis pour une partie du mois de juillet, si pas plus long, ça masque un peu l'actualité. Mais le 21, on parlera de tout à fait autre chose, et lundi aussi. D'ailleurs, le lundi qui vient là, on parlera de la victoire de la Belgique, évidemment. Je m'avance peut-être un tout petit peu, parce qu'ils ne sont pas tout à fait... Mais bref. Toujours en lice. Hein. C'est vrai. Et je suis la Suisse avec attention. Je tiens à préciser. On a terminé l'abécédaire de cet épisode. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, bien sûr que non, parce qu'on a le dossier et on va être sérieux quand même un peu. On va parler de Julian Assange qui a été libéré cette semaine. Il fallait quand même qu'on en touche un mot parce que c'est aussi quelque part technologique cette histoire-là. Julian Assange, qui a donné toutes ses lettres de noblesse, si on peut dire, à ce qu'on appelle communément des lanceurs d'alerte. Est-ce que ce lanceur d'alerte-là, en particulier, aurait pu lancer l'alerte sans qu'il y ait Internet, sans qu'il y ait les technologies, sans qu'il y ait de l'informatique derrière? C'est la question qu'on peut poser, parce que WikiLeaks, finalement, c'est un site web comme un autre, ou presque. Pas tout à fait, mais c'est toute cette affaire, le WikiLeaks, on en a parlé au tout début, c'est bien Aurélien de repartir justement du début. Ouais, je peux le dire très, très humblement, j'ai entendu parler de Julian Assange, je me suis dit, tiens, on pourra en faire un dossier, et puis quand je me suis plongé là-dedans, j'ai dit, oula, mais c'est compliqué, vous prenez rien que la page Wikipédia de Julian Assange, c'est extrêmement long. Ouais. Donc on vous parlera pas de tout, clairement. On va essayer de retracer les grands faits de cette histoire-là. Essayer d'avoir une vue d'ensemble globale du truc, et puis on ouvrira un peu sur l'aspect tech en fin de dossier. Alors, Julian Assange, déjà, il est né le 3 juillet. Alors n'oubliez pas, le 3 juillet, il faut fêter l'anniversaire de Julian Assange. Là, il pourra le faire avec ses enfants et tout. Le 9, c'est le lancement à Kourou, et le 21... Non, voilà. Donc il est né le 3 juillet 71, en Australie. Je peux vous parler du 18 aussi. Mais c'est notre... Son anniversaire. Donc il est né dans une famille avec une mère qui était artiste, un père qui était militant, et c'est assez fou parce que
sa maman a divorcé et elle s'est remise avec un autre artiste. Et Assange, c'est le nom, il a pris le nom du nouveau père du nouveau mari, merci, de sa mère. Donc son beau-père, quoi. Donc son beau-père, oui, voilà, du compagnon de sa mère, voilà. Et voilà, à cette époque-là, le pauvre Julian Assange, il est dans une famille où ça bouge beaucoup, il a une vie d'errance, il fréquente 37 écoles différentes tellement sa mère bouge dans le pays, en Australie, et il n'est pas tout le temps scolarisé, c'est sa maman qui l'aide, qui lui fait l'éducation à la maison. Voilà, c'est compliqué dans sa vie, il est dans une situation un peu délicate, et on reviendra après, ça va avoir des répercussions. Et puis à 16 ans, il commence à être devant un ordinateur, à essayer de comprendre les réseaux informatiques, comprendre comment on peut décoder les messages qui passent sur un réseau informatique. Et voilà, il commence à timidement être hacker, et puis à chercher à trouver des informations sur des réseaux et notamment d'une entreprise. Et il se fait piquer, il se fait prendre. Et déjà en 91, il est arrêté par la police pour piratage de plusieurs systèmes d'information d'une entreprise et de systèmes d'information de l'État. Alors, il y a procès, déjà, et 91, il avait à peine 20 ans. Il s'en sort bien parce que il va pas en prison. Il paye une amende qui est dérisoire, j'ai lu, mais je ne sais... c'est 2100 $. Voilà, 2100 $. Et on lui dit, écoutez, le juge reconnaît que son enfance difficile l'a un peu poussé dans ce genre de choses. Donc en 2006, il continue à chercher à trouver des données, et ils fondent un site internet, puisque c'est qu'un site internet, qu'il appelle Wikileaks, et qui a comme vocation de publier des informations confidentielles qu'il arrive à récupérer, et que les gens autour de lui arrivent à récupérer sur les réseaux. Bon, tant que c'était à échelle faible, ça craignait rien, sauf qu'en 2010, les gens de Wikileaks, et lui étant le patron du site, mettent au jour des documents des États-Unis, et notamment des documents sur la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan, et sur des crimes de guerre. Et notamment, on parle notamment d'une vidéo qui s'appelle Collateral Murder, ouais, dans lequel on montre des choses assez lourdes, voire très lourdes, et très dommageables pour les États-Unis. Et là, ce sont les fameuses Pentagon Papers à l'époque, ouais. C'est comme ça que ça s'appelait. Et donc, c'est là où il va commencer à avoir des soucis, à devenir une personne recherchée, à minima, plus que recherchée. Et donc, il va commencer une vie où il va se cacher, où il va essayer de trouver des endroits où il peut être en sécurité. Et ça, c'est quand même une vie difficile à vivre, si je puis dire, parce que finalement, il est pourchassé par les services secrets américains, ça n'a pas plu à plein de monde, et son site, Wikileaks, est alimenté par énormément de documents, et il y a énormément de journalistes qui se mettent à analyser ces documents par la suite, ce qui fait que, évidemment, au fil du temps, il y a des révélations qui émergent de ces fameux Pentagon Papers, mais aussi d'autres documents. Thierry, oui. Le début des poursuites, et on se rappelle de sa fuite en Angleterre. Ça, c'était quelque chose. C'est le début des emmerdes, puisqu'effectivement, c'est des centaines de milliers de documents confidentiels, comme tu l'as dit, sur ces deux conflits, l'Irak et l'Afghanistan. C'est très vite qu'il est rattrapé par la justice, puisque en août 2010, c'est le parquet suédois qui émet un mandat d'arrêt. Alors tout ça, Wikileaks, c'est au moment où il commence à jouer avec le feu, avec ses documents internationaux et surtout américains, qu'il est
propulsé sur la scène internationale et c'est là qu'il se fait remarquer. Il est plus le petit hackers du coin. Et donc très vite, le parquet suédois émet un mandat d'arrêt à l'encontre d'Assange sur la base d'allégations de viol, d'attouchement. Sur cette partie-là, on sait toujours pas s'il y a du vrai, du faux. Les mauvaises langues, ou en tout cas lui, à l'époque, il avait dit c'est un truc pour charger la mule, pour me mettre du dossier, parce que en même temps, très vite, en décembre, la même année, il se fait arrêter à Londres, puis libéré sous caution à la deuxième tentative. Eh bien, à la même période, il y a un flot d'allégations, de fake news, de propos qui sont comme ça véhiculés à gauche, à droite. On pourrait, avec le recul, parce que ça, c'est il y a 14 ans en arrière, se dire qu'il y a derrière des petites mains américaines ou d'autres pays qui se concertent pour dire on va charger la mule et lui trouver du dossier et puis le rendre encore moins sympathique, puisque on le sait, en mettant à disposition ces documents, il a intéressé aussi très vite les médias. Il devient aussi la cible des poursuites judiciaires aux États-Unis pour clairement de l'espionnage. Juste une petite parenthèse, la guerre en Irak, moi j'aime bien plaisanter, mais c'est pas drôle du tout. C'est quand même sur la base de 3 slides PowerPoint que Powell arrive à faire croire qu'il y a des armes biologiques en Irak, et donc on envoie tout le monde aller taper sur feu je cherche son nom. Saddam Hussein, peut-être. Saddam Hussein, voilà, exactement. On se rappelle de cette scène improbable où là, plus tard, et Wikileaks l'avait dit, mais non, ce que vous voyez, c'est juste des camions, c'est des bennes, c'est du stockage, c'est pas du tout du matériel militaire et encore moins des armes chimiques. Pour faire un petit peu l'état des lieux, on parle de 2010. En mai 2012, c'est la Cour suprême du Royaume-Uni qui décide de l'extrader vers la Suède pour qu'il soit interrogé sur ce fameux problème qui lui est reproché sur ses attouchements, le viol et compagnie. Et tout de suite, la même année, Assange arrive à entrer à l'ambassade de l'Équateur à Londres et il obtient l'asile parce qu'effectivement le président, à cette époque de l'Équateur, est assez... pourfendeur de la liberté d'expression, mais aussi de la transparence. Ça, c'est le maître mot chez Assange. Il veut mettre à disposition ces informations pour jouer la carte de la transparence. Sauf que le président de l'Équateur a quelques temps plus tard, c'est plus le même et on le verra plus tard. C'est plus la même situation pour lui. Il sera plus le bienvenu sur le territoire, en l'occurrence. Et donc, merci. La sortie est par là, monsieur. Voilà. Ça va durer jusqu'en 2017. Là, il y a le ministre américain de Justice qui déclare que l'arrestation d'Assange est une priorité pour les États-Unis. Donc, ils mettent un petit peu là. Ah tiens, j'ai fait aller des ballons. Okay. On a eu des ballons dans l'image parce que c'est gay. C'est gay, c'est sympa, ça va bien. J'ai fait un geste, puis ça fait aller des ballons. Bon, ok, d'accord. Désolé, Julian. Donc ils mettent la pression. En mai 2017, la Suède annonce qu'elle, tout compte fait, elle abandonne l'enquête sur le viol après avoir renoncé aussi à d'autres enquêtes. En novembre 2018, le département de justice américain a secrètement déposé des accusations contre lui, ce qui pourrait étayer l'explication de on a chargé la mule, on a trouvé du dossier, puis peut-être, mais ça c'est que moi qui le dis, les Suédois ont vu après la vérité, et c'est en 2019 que ça change, puisque ça y est, il se fait emprisonner au Royaume-Uni, parce que le gouvernement équatorien a changé, plus du tout la même possibilité de résider à l'ambassade, et cet arrêt, cet enfermement va commencer à compter, on le verra plus tard, au nombre d'années qu'il a passé en prison, et qui pourrait un petit peu expliquer pourquoi les États-Unis
estime qu'il a payé sa peine. Mais je ne veux pas tout dévoiler. Donc du coup, les autorités le déclarent coupable d'avoir enfreint la loi sur la libération sous caution et l'envoient à la prison de Belmarsh. Et en mai 2019, Assange est condamné à 50 semaines de prison. Il continue de le détenir après qu'il ait purgé sa peine. Donc il a même fait plus. En 2021, un juge décide que M. Assange ne peut être extradé vers les États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'ils essayent toujours de faire bouger la chose. En décembre 2021, donc il continue à purger sa peine. Le ministère de l'Intérieur britannique signe l'ordre d'extradition. Donc en gros, après avoir le refus de lui autoriser à faire appel à la décision de décembre 2021, et en juillet, il fait appel à la dernière décision d'extradition. Tout ça, ça nous amène en 2023. Assange perd son dernier appel contre l'extradition parce qu'il a essayé de refuter justement ça. Et puis surtout, surtout la communauté incroyable qu'il y a autour, parce qu'il faut savoir que même dans les murs, dans l'ambassade de l'Équateur ou après en Angleterre, en piochant dans ce dossier, on a vu à quel point les gens qu'il y a autour, sur les réseaux, sur la communauté qui le soutient, qui l'aide, qui garde le contact, a été vraiment très très active, quoi. C'est une partie du truc qui est vraiment bluffante. Il sait très bien, et ses proches le savent aussi, que s'il est extradé, s'il met un pied aux États-Unis, c'est fini. C'est mort. Il n'en sortira plus jamais. Il vaut mieux qu'il soit emprisonné au Royaume-Uni qu'il arrive libre aux États-Unis. Hein. C'est ça. Et il serait pas, ces derniers mois, les choses se sont un peu accélérées. Exactement. En mai de cette année, voilà, la Haute Cour de justice du Royaume-Uni décide qu'il est possible d'introduire un nouveau recours contre l'extradition. Donc ça fait 14 ans qu'il a ces histoires. Qu'il est en zozon. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Et juin, donc là, cette année, maintenant, le mois dans lequel on vit encore, Assange est libéré sous caution après avoir négocié un accord avec les autorités américaines. En fait, il est accusé d'un seul chef d'accusation. Et pour ce faire, il plaide coupable en échange effectivement de sa libération. Petit fait, anecdote un peu dérangeante, la BBC ne veut pas reconnaître les images qu'on a vues de lui monter dans un avion pour partir en Australie, pour retrouver sa famille, ne veut pas reconnaître ces images comme étant authentiques. On voit effectivement une image un peu floue d'un mec en jeans qui peut leur ressembler, qui monte dans l'avion et qui retrouve sa famille. À l'heure où on enregistre cet épisode, je sais toujours pas s'il a mis le pied sur le sol australien, si effectivement cet accord a tenu. Mais c'est vraiment incroyable de voir que l'histoire a pris 14 ans pour dire que le tribunal fédéral américain a dit qu'effectivement il était condamné à 62 mois de prison, mais que cette détention provisoire aux États-Unis avait largement fait payer ce qu'il avait ce qu'il avait il aurait dû faire. Parce qu'il faut savoir que on parlait de plusieurs centaines d'années, le chef d'inculpation qu'il avait reçu. 175 ans. Voilà, exactement. Ça nous amène à une grosse réflexion sur la liberté d'expression et ce genre de choses. Et du coup, les gens vont réfléchir à deux fois maintenant avant de se lancer, parce que c'est vraiment sacerdoce, quoi. De sortir ces dossiers et les livrer à la presse, au public, etc., pour dénoncer ces faits. À un moment donné, c'est sur ta vie que ça repose, quoi. Ça sera plus on l'a jamais vu la avec même. Chelsea Manning qui a été arrêté, qui après a été libéré, qui a aussi signé un accord. Et puis on peut se rappeler de Snowden qui lui a connu un autre sort. Mais il faut toujours un peu se méfier. On doit rester tous critiques de toute manière, parce que tu parles de Snowden, par exemple, qui, si je ne dis pas de bêtises, vit maintenant en Russie. C'est toujours une ambiguïté où quels sont les intérêts personnels, quels sont les intérêts politiques, etc. qui viennent. On l'a dit, c'est hyper complexe. J'ai fait dérouler, si vous avez eu la vidéo, j'ai fait dérouler la page Wikipédia dont on parlait. Elle est kilométrique. Je pense que c'est une des plus longues pages Wikipédia
Wikipédia, en général, c'est chapitré différemment. Là, c'est tout y est, jusqu'à la filmographie, tous les renseignements s'y trouvent. Et je pense qu'on peut compter sur ces équipes, parce qu'il y a quand même bien entouré pour l'alimenter, pour le tenir à jour, etc. Équipes qui sont... moi, j'étais abonné au compte Twitter, quand j'étais encore sur Twitter, de Wikileaks, et c'est tous les jours, ils postaient des messages. C'était très prolixe. Oui, complètement. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer dans notre manière de voir les choses, qu'est-ce que ça va amener, je sais pas, Aurélien ou Thierry, pour conclure. Comme tu le disais en introduction, c'est sûr que l'avènement des systèmes d'information, des bases de données et du fait que les États détiennent sur les citoyens un certain nombre de données, et que ces données sont par nature confidentielles, mais piratables, pose des problèmes. Ouais. Et donc ce que Assange et consoeurs défendent, c'est l'accessibilité globale. C'est-à-dire ils veulent clairement que les informations soient sur une place publique et que, sous certaines conditions, ça soit public. C'est dur à expliquer, mais qu'il y ait de la transparence, pour revenir sur le terme. Voilà, qu'il y ait une certaine transparence. Et ensuite, Assange et Wikileaks ont été aussi là pour prouver, démontrer par la divulgation de certaines vidéos, certains documents, que les États, les pouvoirs, par des journalistes, par des télés, par tout ça, on peuvent aisément, des enquêtes ne pas fournir une information complètement transparente ou occulter certaines choses de guerre ou de faits de guerre ou des choses comme ça. Et donc, sur le principe, le Wikileaks, l'objectif de Wikileaks est complètement louable. Maintenant, c'est vrai que ça pose vraiment des questions quand on voit qu'il a passé de 2010 à 2024 dans des conditions qui ne devaient pas toujours être très drôles. 14 ans de sa vie enfermé. Il a des enfants, il s'est marié d'ailleurs pendant ces 14 ans. Il y a toute une histoire autour de ça, mais c'est clair qu'aujourd'hui on veut une transparence, on veut qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui sensibilisent la population sur certaines choses. Quand on voit cette histoire-là, moi j'ai lu le Wikipédia aujourd'hui, là, j'ai pas envie de... Je me dis, ça me donne pas envie d'être lanceur d'alerte, clairement. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on peut se prendre les choses sous différents angles. C'est que certes, il a dénoncé certaines choses peu avouables, et donc il fallait sans doute le faire. Malgré tout, les techniques employées permettent aussi de divulguer peut-être des secrets d'État différents qui mettent peut-être la sécurité de l'État en danger, ou la sécurité de certaines personnes en danger. Ouais. Ce sont les mêmes moyens qui sont utilisés, et donc c'est pas à mettre entre toutes les mains nécessairement. Il faut voir, c'est ça. Et quand on est en bord de toute législation, parce que c'est le cas, qui est sous aucun contrôle, ce qu'on veut justement éviter, c'est les contrôles. Ça ouvre d'autres perspectives. C'est un peu compliqué à... Oui, mais ça démontre aussi que les moyens des systèmes d'information de l'État sont pas... ils ne le seront jamais. On l'a dit 1000 fois dans ce podcast. Quand on parle de sécurité informatique, c'est pas de savoir si on va se faire pirater, c'est quand on va se faire pirater. On joue, c'est le jeu du chat et de la souris en permanence. Et quelqu'un qui est très 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 motivé trouvera toujours le moyen. Ici, il s'agissait de fuite. Il y a un aspect, oui, parce qu'il a un passé de hacker aussi, mais ça peut être simplement quelqu'un qui, de l'intérieur du Pentagone, par exemple, ou ailleurs, imprime quelques dossiers, part avec des photocopies sous le bras, et à la sortie, les donne à quelqu'un d'autre. Ça s'est vu
dans d'autres dossiers bien plus anciens de l'époque de la guerre froide, où des opposants soviétiques, par exemple, divulguaient des informations sous une forme tout à fait incongrue, et voilà, c'est de l'espionnage à ce niveau-là. On entre dans le domaine de l'espionnage. Donc voilà, où est la limite? Ça, on le dit, on va pas y répondre à cette question aujourd'hui, mais on sent bien qu'il y a une limite, en tout cas. Il y a une phrase intéressante qui est une sorte de réponse à qui est Julian Assange. C'est pour ses partisans, Julian Assange est un militant de la vérité. Pour ses détracteurs, il est un chercheur de publicité qui met des vies en danger en mettant dans le domaine public de nombreuses informations sensibles. C'est vrai que voilà, la transparence, oui, non, à quel prix. Puis ça, on peut la mettre en évidence avec les fake news. J'ai pas besoin de dire ce qui se passe en politique actuellement chez nos amis français. On a vu de la fake news, des articles, des contenus journalistiques très bien faits, très crédibles, se véhiculer très rapidement. Et on voit que l'enjeu, c'est l'information. Est-ce qu'il faut oser la partager? Est-ce qu'il faut jouer la carte de la transparence? Est-ce qu'on doit donner raison à des pays, à des États de les cacher, de pas les partager, de déformer la vérité, ou carrément de dire des mensonges, ou carrément construire du faux? C'est, en tout cas, comme le dit aussi Aurélien, ça donne pas envie d'être lanceur d'alerte parce que ils ont pris cher, tous ces gens. Ce qui est particulier, et puis on va tout doucement terminer cet épisode qui est déjà bien long, mais ce qui est un petit peu particulier, c'est que toutes ces affaires étaient bien avant tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les fake news, justement, et donc la véracité des documents publiés n'a jamais été mise en doute, même par aucune des parties. Les États-Unis auraient pu dire non, ce sont des faux. Mais ça n'a jamais été réellement le cas. Aujourd'hui, on a beaucoup plus facile à dire qu'un document est un faux parce qu'il y a énormément de faux, il y a énormément de fakes qui circulent, surtout aujourd'hui. Et c'est un peu particulier quand même. Oui, tout ce qui est dedans est vrai, mais il fallait pas le divulguer, donc on va poursuivre Monsieur Assange. Enfin, c'est spécial comme manière de défense, comme quelque part. On pourrait dire ce type est fou, enfermez-le, il raconte n'importe quoi. Ceci dit, vu la quantité de dossiers, faut être quand même méchamment armé pour. Ceci dit, aujourd'hui, avec une bonne intelligence artificielle, on crée des dossiers comme on veut. Hein. Donc. Moi, j'ai une autre question. À laquelle j'ai pas la réponse, mais. Je suppose on ne fait que poser des questions, d'ailleurs. De toute façon, on va pas. Non. On va pas dire qu'il est son cas ce soir, mais. On va rester sur le niveau de la selle de vélo et son. Oui, ça on sait bien. Non, mais il était pas pour fuiter pour trouver et fuiter tout ça. Il y a que lui qui a pris, alors qu'il ne devait pas être tout seul. En tous les cas, c'était vraiment. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même les fuites, les fuiteurs ou ceux qui ont fait fuiter ont quand même pris cher. Hein. Il y en a quelques-uns, je pense, qui ont été poursuivis aux États-Unis pour espionnage ou je sais pas comment on appelle ça, complotisme, que sais-je. On en parle moins parce qu'ils sont moins médiatisés. Enfin, ils ont été moins médiatisés qu'Assange. Il a un peu capté toute l'attention, Julian Assange, mais on l'oublie un peu. Il y a quand même beaucoup de monde autour de cette histoire. Comme souvent, quand il y a des divulgations comme ça, on l'a encore vu dans la finance, dans le secteur de la finance par exemple, où il y a eu également pas mal de fuites qui sont encore aujourd'hui analysées par des équipes de journalistes, parce que là, ils sont obligés de s'associer entre journalistes et entre journaux pour constituer des équipes d'analyse, parce que ça prend énormément de temps évidemment, et que les journaux n'ont pas nécessairement toujours les moyens de payer des journalistes à l'année pour analyser simplement du contenu, quoi. Oui. Ouais, et justement, on n'a pas l'habitude de le faire dans les technos, comme quoi on innove avec ce dernier numéro de la saison, puisqu'on va faire la rubrique littéraire. Plongez-vous dans l'affaire Wikileaks. C'est un livre de Stefania Morizzi, qui est une journaliste qui s'est penchée dès 2008 sur l'affaire Wikileaks. Vous trouvez le livre chez Contrefeu en format papier ou e-pub, et c'est effectivement une des approches journalistiques la plus complète, et on retrouve l'histoire effectivement de Chelsea Manning, comme par exemple les histoires des war logs. J'ai appris que ces journaux de guerre que devaient rédiger les soldats américains engagés dans les guerres en Afghanistan et en Irak, eh bien c'est du matos
qui étaient demandés d'être rédigés par les militaires, par l'armée américaine, et c'est de là que ces fuites ont pu s'organiser. Alors je dis pas que c'est facile et puis que c'était bien ou pas, mais on va comprendre la mécanique, parce que c'est vrai que des fois on se demande mais comment on fait aussi pour trouver l'info. Des fois il suffit d'aller à la source, c'est super intéressant. Et effectivement, comme tu le dis Marc, si il avait vécu maintenant avec l'intelligence artificielle, si cette histoire était sortie au grand jour, j'ai envie de dire que, pour terminer, plus c'est gros, plus ça marche. Et puis l'histoire ne fait que se répéter, parce que on en a vu des plus c'est gros, plus ça marche, même sans technologie. Ça ressemble à un scénario ça ressemble à un scénario de film comme on a déjà vu 1000. Et finalement, ça a été porté au cinéma d'ailleurs, je pense, à plusieurs reprises cette affaire. Et je pense qu'il y en aura encore des films, parce que le monsieur a eu le temps d'écrire des bouquins, à mon avis, et d'avoir plein de choses dans sa tête. Et donc, on n'a pas fini d'en parler. D'une manière ou d'une autre, ça continuera, parce que voilà, ça va sans doute aussi, ça a certainement déjà créé des émules, donc affaire à suivre, même si c'est un épilogue, mais c'est pas une fin en soi. Il y a des choses qui peuvent encore en découler. 14 ans après, pour être condamné à 62 mois, c'est un mauvais calcul, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre cette affaire, on l'avait dit depuis le départ. C'est ici que s'achève cet épisode 453, et que s'achève par la même occasion, quelque part un peu quand même, cette saison 10 des Techno. Bon, on la poursuit toujours un petit peu durant l'été, vous le savez, je le disais en début d'épisode, 4 épisodes d'été sont prévus, 2 en juillet, 2 en août, donc on va se retrouver, mais une semaine sur 2, donc de manière un peu plus allégée, et uniquement en audio, je tiens à le rappeler, parce que voilà, mais ceci étant dit, ce podcast a toujours été un podcast audio agrémenté de la vidéo depuis le début, mais ça reste aussi un podcast audio, donc c'est pas un podcast vidéo. Non, c'est un podcast audio. Parce que sinon, ça énerve des gens. Quand on dit podcast vidéo, ça énerve des gens qui sont pas capables. Ouais, mais ces gens, on les voit plus, ils sont partis. Et puis ils disparaissent. Et puis voilà, et on les entend même plus. Donc bref, c'est tout ça. Merci à tous. Merci en tout cas pour cette saison magnifique, les gars. Je le dis à vous, mais je pense aussi à tous les autres chroniqueurs que l'on retrouvera la saison prochaine. Eux et peut-être d'autres. Qui sait ? On va essayer de recruter durant l'été. Si vous pensez, je lance l'appel comme ça, et si vous nous écoutez encore après 1h30 d'épisode, ça va être le plus long de la saison, je pense. Si vous nous écoutez encore à ce stade-là et que vous avez des choses à dire, dans cet épisode-ci, c'est trop tard, on est blindé, mais par contre, peut-être dans l'avenir, dans un autre épisode, vous pourrez peut-être partager avec nous vos compétences, vos connaissances, vos opinions. N'hésitez pas à nous contacter, info@lestechno.be, et on sera une joie de vous écouter, et on pourra en parler à ce moment-là. Bon, je suis crevé, moi, c'est fin de saison, je suis crevé, Allez, on va en vacances. Donc on part en vacances. Merci. Allez, et bel été à tous. Et n'oublie pas, 21 juillet, fête nationale belge, mais pas que. À très bientôt. Salut. Hop Suisse.